Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième partie du 2MF depuis le campus de l'Université de Toulon, l'école CITEC à la Garde. Deuxième partie qui va commencer avec une table ronde sur une thématique, la connaissance, un levier de performance opérationnelle, avec plusieurs invités pour évoquer ce sujet-là. Karim Khalfan, qui est enseignant universitaire et membre de l'AFIM, l'Association française des ingénieurs et techniciens en maintenance. Éric Joffre, qui est directeur adjoint de l'IUT de Toulon, qui a un certain nombre de formations en maintenance. Martine Assar, qui est responsable de la formation métiers et compétences, est également en charge de l'Observatoire des métiers de l'Institut Mines Télécom. Et l'ingénieur général Nicolas Frager, qui est le directeur de l'atelier industriel d'aéronautique Cuers Pierrefeu, qui fait partie du SIAE, donc du service industriel de l'aéronautique. Également à mes côtés, Thomas Souza. Il est responsable du développement industriel de l'UIMM Alpes-Méditerranée. Bonjour Thomas. On va co-animer tous les deux cette table ronde sur ce sujet de la connaissance. Alors, le thème, la connaissance, le levier de performance opérationnelle, il est large en fait. Et effectivement, on l'a voulu assez large. Alors, on va parler de formation, mais on ne va pas parler que de formation parce qu'on veut aussi aborder un certain nombre d'autres sujets. Très bien. Oui, effectivement, la connaissance aussi est un thème assez large. Donc, la formation fait partie des outils pour acquérir cette connaissance et doter les industriels des compétences, des connaissances, des savoir-faire et savoir-être. Mais quand on parle de connaissance, on peut aussi l'aborder sous le thème de la connaissance des données, la connaissance des informations, le partage et la transmission des informations sont des thèmes qui ont été déjà évoqués ce matin aussi. Et donc, ça aussi sont des vecteurs de performance opérationnelle. Et ça, on verra aussi qu'on peut se former justement à comprendre ces données. Alors, première question que je vous pose à tous et toutes. Est-ce qu'il faut réenchanter les métiers de la maintenance, selon vous? Est-ce qu'on a un vrai problème de tension, comme dans d'autres secteurs? Je veux dire, aujourd'hui, c'est à peu près tous les secteurs sont en tension. Qui veut répondre? Martine. Alors, je dirais qu'effectivement, c'est même un impératif, puisque on est de toute façon rentré dans une ère un petit peu d'incertitude avec les deux crises que nous venons de traverser qui sont loin d'être terminées. Et l'industrie, on le voit bien, et tous ces secteurs sont impactés par des tensions sur les recrutements. La maintenance étant une fonction clé de l'industrie, forcément, elle est aussi... elle subit également ces contre-effets de cette, on va dire, de cette méconnaissance finalement des métiers de l'industrie. Et particulièrement, la maintenance a besoin effectivement d'être réenchantée parce que c'est, on va dire, un secteur qui connaît depuis de longues années. C'est pas maintenant qu'il y a des tensions sur le recrutement dans la maintenance, mais je pense qu'on est arrivé là à un gap où si il n'y a pas peut-être une réaction, on risque effectivement de mettre nos industriels et de les exposer à des risques pour maintenir leurs activités. Donc, je pense qu'un sursaut est nécessaire et je pense que oui, il faut réenchanter parce que la maintenance a plein de qualités, sauf que, on le disait, ce sont les hommes et les femmes de l'ombre, parce que quand les équipements marchent, eh bien, tout le monde est content. On pense que c'est une main invisible qui pourvoit finalement au bon fonctionnement, et il n'en est rien. En fait, c'est le travail au quotidien de gens qui sont impliqués, qui font en sorte que tous ces équipements fonctionnent. Mais ça ne se fait pas tout seul. Et c'est des métiers qui évoluent et qui ont besoin effectivement qu'on montre aussi les aspects positifs de cet engagement. Nicolas Frager. Oui, donc moi, effectivement, je consomme de la maintenance pour mes moyens industriels, mais j'en produis. Je suis effectivement un professionnel de la maintenance aéronautique. Et donc cette question rejoint la question du sens du travail. Et donc moi, j'essaye en permanence de transformer chaque heure de travail, chaque boulon vissé en nombre de vies sauvées, en nombre d'opérations réalisées. Et dans l'environnement qu'on connaît, dans l'actualité qu'on connaît, les notions effectivement de souveraineté, de résilience de nos armées est importante. Et donc effectivement d'associer chaque opération, chaque heure de travail effectivement à ces notions d'engagement de la France, de souveraineté ou de vie sauvée pour d'autres types d'opérations. Oui, effectivement, ça a tout de suite du sens. Oui, Thomas. Oui. On a la question du sens, là, en l'occurrence, la sûreté, le sens de la mission militaire, les vies sauvées, c'est très important. On sait que les jeunes ont
ont besoin, peut-être de manière plus présente aujourd'hui, de sens. Ce matin, on entendait la maintenance et joliment dit l'art de faire durer les choses. Et est-ce qu'il n'y a pas là, quelque part, un lien avec le développement durable, avec l'efficience des matériels, un sens à valoriser? Est-ce que ce côté-là n'aide pas la maintenance à être réenchanté quelque part? Éric Joffre. Il faut monter le bouton. Ouais. Voilà, ça doit fonctionner maintenant. Effectivement, je crois qu'il va falloir se servir de ce levier-là pour faire percevoir à nos jeunes, je parle ainsi des lycéens, des étudiants que l'on a chez nous, tout le sens de ces métiers, effectivement. Alors, je voudrais juste revenir sur un aspect. Vous avez évoqué, Martine et Monsieur Frager, des problématiques de recrutement. On a les mêmes problèmes, je me pose ici en tant qu'acteur de la formation, on a les mêmes problèmes pour attirer les lycéens vers nos formations technologiques industrielles. Je le disais en préambule ce matin, je vais le redire, à l'IUT Toulon, qui porte 3 départements technologiques, le GE2I, le GMP, le génie industriel et maintenance, nous ne remplissons pas nos formations. Nous avons donc un déficit de recrutement, et c'est la première année que les 3 départements industriels de l'IUT sont touchés, tous les 3. Ça veut dire qu'il va falloir aussi porter une action vers les lycéens pour, encore une fois, redorer le blason de l'industrie, montrer que ces métiers ont du sens, montrer à ces jeunes qu'il y a des opportunités fabuleuses qui leur seront offertes à l'issue de la formation. Mais il y a vraiment une action à mener de la part des industriels, de la part de nous, acteurs de la formation. Karim Khalfan, sur ce sujet. Oui, alors pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, au niveau des jeunes, mais il y a aussi les parents. Et au niveau des parents, il y a un gros travail à faire. C'est-à-dire que souvent on entendait, si tu ne travailles pas à l'école, tu vas terminer dans le technique. Et si tu ne travailles vraiment pas à l'école, tu finiras à l'usine. Eh bien aujourd'hui, finir à l'usine, c'est une chance. Parce que le métier de la maintenance est un métier passionnant. Il y a de la nouvelle technologie, il y a des tablettes, il y a des smartphones, il y a de la réalité virtuelle. C'est très très bien tout ça, mais n'oubliez pas qu'il faut quand même les fondamentaux. La mécanique, l'électronique, l'électrotechnique, tout ça c'est des choses qu'on doit connaître. Mais c'est un métier passionnant. Hein. Et souvent je dis, la maintenance, plus qu'un métier, une passion. Et vous trouverez souvent des gens passionnés. Donc il y a un travail à faire au niveau des parents. Parce que souvent, quand on a ce genre de discussion, je dis aux parents, si ton gamin dit « je veux faire maintenance », tu dis quoi? Là, on sent bien qu'il y a une petite hésitation. On dit « tu es vraiment sûr ?» Eh bien oui, faites-le, parce qu'il y a des métiers, c'est des métiers passionnants, et les carrières sont vraiment intéressantes. Et alors, c'est vrai qu'on parle de maintenance, mais pas que. Génie industriel et maintenance. Il y a la maintenance, mais il y a aussi le génie industriel. Donc moi, j'ai des anciens étudiants qui sont dans différents domaines. Alors après, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns qui sont pilotes de ligne. Il y en a même un qui est pilote de chasse sur Rafale. Je voulais le faire intervenir, mais vu le contexte de l'OTAN, on peut pas trop le faire. Donc c'est des métiers passionnants. Renseignez-vous, allez regarder. Vous n'avez pas d'excuses, puisque vous avez tous des tablettes et des smartphones. Allez regarder sur le net, regardez un petit peu ce qui se fait. Et là maintenant, c'est vraiment un métier passionnant. La porte d'entrée développement durable qu'évoquait Thomas Souza, est-ce que c'est quelque chose qui peut effectivement participer à donner un autre regard, porter un autre regard sur la maintenance? Alors, maintenance et développement durable. Alors évidemment, la maintenance, on ne faisait pas de développement éphémère. Hein. La maintenance, par essence, est un concept de développement durable. Parce que sinon, on n'intervient pas pour réparer, on jette, on change. Donc, mais effectivement, c'est par essence une notion de développement durable, mais comme aujourd'hui, c'est des mots porteurs, oui, on peut dire que la maintenance est un concept de développement durable. Martine, d'accord avec ça? Alors, c'est une évidence, a priori, mais c'est passé sous les radars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la conséquence d'une politique de désindustrialisation qu'on a connue il y a plusieurs décennies, peut-être aussi. Je pense qu'il faut le laisser allumer. Hein. Effectivement, ça fait quand même 30-40 ans que la France, contrairement à ses homologues européens, s'est engagée dans une politique de désindustrialisation sur laquelle on vient de revenir à cause ou grâce à la crise Covid.
puisque là, finalement, devant une situation aussi exceptionnelle et complètement atypique, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Déjà qu'on n'était pas souverain sur des productions stratégiques. Quand on se rappelle quand même que 80% de nos principes actifs des médicaments sont fabriqués en Asie. Demain, si on est en conflit, par exemple, avec la Chine, ce qui n'est pas improbable, eh bien, la Chine bloque ses approvisionnements en paracétamol ou en autres molécules. Eh bien, c'est un risque sanitaire auquel on est exposé. Donc, voilà. Donc, la crise Covid, effectivement, a été quelque part un révélateur de nos faiblesses, de cette faiblesse dans laquelle on s'est engagé il y a quelques décennies, en pensant qu'effectivement la France devait devenir plutôt une société de services, et que finalement on pouvait produire plus loin parce que c'était moins cher, et puis parce que comme ça on ne polluait pas chez nous. On pouvait polluer chez les autres, mais on ne polluait pas chez nous. Bon, heureusement on est revenu sur ce type de constat, et maintenant effectivement, on se dit qu'effectivement il faut s'engager fortement dans une nouvelle démarche de réindustrialisation, de relocalisation. Et c'est vrai que le gouvernement s'est engagé vraiment très fortement. Il y a un volontarisme indéniable qui a été engagé pendant la crise Covid avec des prêts garantis pour que les entreprises continuent d'investir pendant cette situation un petit peu critique, au lieu de licencier comme ça a été le cas pendant la crise de 2008. Bref, voilà, cette politique de réindustrialisation, elle est tout à fait salutaire pour notre économie, pour nos sociétés. Mais il ne faut pas se leurrer, sans effectifs, on ne refera pas revenir d'entreprises sur le sol français, et nos industriels ne vont pas finalement investir à perte sur le sol français, dans les territoires particulièrement, si derrière on a des pénuries d'effectifs. Et actuellement, la maintenance, effectivement, est, comme je le disais, une constante en termes de pénurie de recrutement, mais on assiste à une généralisation là, de tensions extrêmement graves sur les recrutements, et on voit très bien, de manière générale, que les matières et les filières scientifiques et techniques n'attirent plus. Voilà, et encore. C'est une situation française ou... Alors oui, Malheureusement, c'est vrai qu'on a effectivement une particularité, l'industrie ne représentant plus que 9% de notre part de PIB. Nous avons été les seuls quand même en Europe à connaître cette désindustrialisation, alors qu'on avait quand même un tissu économique et industriel fort. L'Allemagne n'a pas fait ça, l'Italie n'a pas fait ça. Actuellement, vous parlez aux jeunes Italiens, aux jeunes Allemands de l'industrie, pour eux c'est incontournable que dans leur parcours de formation, ils aillent faire une expérience au sein de l'industrie. En Allemagne, après le bac, il y a une période de césure qui n'est pas obligatoire, mais qui est, on va dire, commune. Les jeunes la font automatiquement. Et le réflexe, c'est quoi? C'est d'aller ou à l'étranger dans une usine, une entreprise, ou dans leur pays, mais dans une usine, pour se confronter finalement à la réalité industrielle des métiers et au travail et à l'effort. Nous, on a perdu effectivement cette notion-là. Donc oui, on est un peu les mauvais élèves effectivement de l'Europe. J'espère qu'on sera effectivement dans une nouvelle dynamique, mais il faut peut-être réenchanter effectivement un petit peu ces filières scientifiques et techniques et s'adresser aussi à un public plus divers. Voilà. Thomas, vous, je suppose que vous portez cette parole-là depuis longtemps, lui-même. Aujourd'hui, ça devient plus audible, peut-être. Oui, alors les difficultés de recrutement, on les a toujours connues dans l'industrie. Aujourd'hui, tout le monde le subit. Il y a cette vague, on parle de co-ed kitting, on parle de tout ça, mais les difficultés de recrutement, on l'a toujours connu. Et c'est d'autant plus compliqué que dans l'industrie, on a besoin de métiers et de compétences. Il ne s'agit pas de trouver les gens, il ne s'agit pas qu'ils soient juste motivés, il faut aussi qu'ils soient formés et qu'ils aient les bonnes connaissances. Donc ça prend du temps. Alors il y a des actions qui sont menées pour adresser pas uniquement le public des jeunes, mais comme ça a été dit justement, c'est le grand public de manière générale, parce que les familles, les parents doivent être aussi convaincus et ralliés, surtout que les métiers de l'industrie, les métiers de la maintenance ont changé. C'est plus forcément aussi
l'image n'est pas aussi négative que ça peut l'être. En réalité, il y a beaucoup de nouvelles technologies. On parle de l'industrie du futur qui donne beaucoup de solutions aussi à la maintenance. Et si on décrit la maintenance de demain, effectivement, il y a du numérique, il y a des objets connectés, il y a plus de données, il y a des nouvelles manières de transmettre les instructions de travail, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, j'en passe, des jumeaux numériques. Donc, est-ce que, on a parlé du sens du développement durable, les nouvelles générations sont aussi en attente de numérique, de nouvelles technologies. Est-ce que cette nouvelle maintenance-là et cet aspect-là de la nouvelle maintenance, est-ce que c'est une manière aussi de réenchanter ces métiers-là? Nicolas Fragier. Oui, effectivement, c'est vrai que on est effectivement un petit réparateur de province. Pour autant, nos opérateurs ont des tablettes qui sont effectivement connectées en Wi-Fi pour effectivement avoir accès directement à la documentation, la gestion des outillages automatiques par les puces RFID. Voilà, on s'équipe depuis plusieurs années effectivement de machines performantes très récentes pour que les jeunes retrouvent les outils auxquels ils ont été habitués et qu'ils ont vus en formation. Mais au-delà du recrutement, il y a aussi la fidélisation. Si la génération qui vient aura 10 métiers différents dans sa vie, puisque on nous apprend ça, les sociologues nous expliquent ça, donc il faut effectivement accepter que les gens partent, mais il faut aussi faire en sorte que des gens qui ont eu une expérience ailleurs puissent venir. Et donc ne pas se focaliser que sur les sorties d'école et effectivement élargir notre capacité à accueillir des talents à différents moments de leur carrière. Et juste en parler de l'étranger, l'apprentissage, enfin, l'apprentissage n'est plus un gros mot en France. Quand on voyait nos amis allemands et l'efficacité que ça pouvait avoir, il faut y aller. Alors, il faut trouver des apprentis, il faut trouver des maîtres d'apprentissage, parce que on ne s'improvise pas maître d'apprentissage, mais voilà, c'est vraiment un outil sur lequel il faut vraiment qu'on investisse. Alors, on parlait de l'adéquation, Thomas l'évoquait, cette adéquation entre la formation et les besoins dans les entreprises. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, en termes de formation, ce que vous recevez dans votre... Non, je posais la question à M. Fragier. Ce que vous recevez dans votre établissement après une formation, est-ce qu'ils sont opérationnels ou est-ce qu'il y a un décalage? Et Thomas, on l'illustrera avec justement peut-être des évolutions divergentes entre les besoins du terrain et ce qui est donné aujourd'hui en formation. Alors, au risque de paraître un tout petit peu caricatural, quand effectivement nous recevons des jeunes et qui n'ont vu que des planches PowerPoint présentant les outils qu'ils vont devoir mettre en œuvre au quotidien chez nous, c'est un petit peu en décalage par rapport aux besoins réels. Et donc on est assez rapidement contraint de leur réapprendre le concret. Et donc vraiment, c'est vraiment ça. C'est peut-être moins, mais de manière plus concrète, un retour aux fondamentaux et effectivement à du concret pour effectivement les formations initiales. Eric, Joffre, Karim. Oui, je comprends, hein, effectivement. Néanmoins, nous, ici à l'IUT, nous essayons d'œuvrer en ce sens, c'est-à-dire de mettre mieux en adéquation nos formations avec les besoins des industriels. Vous aurez tout à l'heure une petite conférence de Rémi Bézombe, des Novia, qui intervient dans nos formations et avec qui on a pu travailler sur des compétences, hein, puisque nous sommes, je le disais aussi tout à l'heure, sur une notion d'approche par compétences. Et donc nous essayons de tendre vers les besoins des entreprises. En tout cas, c'est une volonté. On a bien repéré effectivement cette divergence qui pouvait y avoir entre nos formations et les besoins. Et nous essayons d'y remédier. En tout cas, voilà, on est conscient de ça et on s'y attelle. En fait, oui, la question c'était, quand je reçois quelqu'un, si pour utiliser une clé à molette, je simplifie, hein, mais il ne faut pas qu'il ait vu un PowerPoint sur la clé à molette, il faut qu'il ait prise en main à un moment aussi. C'était ça la question. Enfin, la remarque. Absolument, c'est un des travers du numérique. C'est-à-dire qu'on a voulu tout numériser. Eh bien, on peut apprendre à faire du vélo sur un écran. Hein. Vous allez équilibrer les forces, pas de souci. Mais vous posez votre derrière sur le vélo, vous tombez. Hein. Ça, je n'y peux rien, c'est comme ça. Et le numérique doit être présent, effectivement, parce que quand il y avait, au départ, les ordinateurs sur le lieu de travail, il est arrivé à la maison après. Alors que maintenant, ils ont tout ce qu'il faut en numérique à la maison
Et quand ils vont sur le lieu de travail, ben, ils ne le trouvent pas. Et donc, oui, effectivement, le numérique doit être présent, mais apprendre à usiner sans faire de copeaux, je suis désolé, ça ne marche pas. C'est comme apprendre à faire du vélo sur un écran. Thomas, sur ce sujet-là. Alors, il y a effectivement un décalage qu'on peut constater dans ce sens-là. Des fois, on peut le constater également dans l'autre. Pour ma part, je milite pour l'accélération de la transformation des entreprises industrielles, hein, donc l'outil industriel évolue, on essaye d'avoir de plus en plus recours à de la robotisation, de l'automatisation, les nouvelles technologies, le digital, voilà, donc les équipements à conduire et les équipements à maintenir évoluent aussi rapidement. Alors je sais qu'il y a un juste équilibre à trouver entre les formations et les compétences que l'on donne dans le système de formation et l'adoption des nouvelles technologies par les industriels. Il y a des fois un décalage dans un sens, des fois un décalage dans l'autre. Il y a des fois des élèves qui arrivent formés, habitués à utiliser des technologies de pointe et puis qui ne le retrouvent pas dans les PME industrielles. Et des fois c'est l'inverse. C'est un équilibre assez complexe à trouver. Néanmoins, je pense qu'il faut que les connaissances et les compétences ne ratent pas le train de la 4e révolution industrielle. Et je crois que les compétences, les connaissances pour réaliser de la maintenance aujourd'hui sont plus exactement les mêmes que les connaissances d'avant. Les cycles de vie produits deviennent un peu plus courts, même si dans la région on a quand même des cycles de vie qui sont assez longs avec les produits comme les bâtiments de surface ou les aéronefs. Néanmoins, je crois que les connaissances requises pour la maintenance ont bien évolué. Qu'est-ce que vous avez constaté comme évolution dans ce package ? Qui va répondre? Nécessairement, hein, là, on le voit, l'apport du numérique, nos formations doivent évoluer dans ce sens. Donc effectivement, il faut que nous, organismes de formation, on travaille hein, dans ce sens et qu'on soit en adéquation avec les outils qui sont utilisés en entreprise et inversement, qu'on dialogue en fait entre l'entreprise et nous. Donc voilà, c'est des choses que l'on perçoit, que l'on connaît, qu'on essaie de s'approprier effectivement dans les organismes de formation. Martine? Oui, c'est même indispensable. De toute façon, si on veut que des maintenanciers ou des maintenancières puissent intervenir auprès d'équipements qui deviennent de plus en plus sophistiqués, c'est clair que si en amont, ils n'ont pas reçu le bagage technique pour pouvoir être opérationnels tout de suite auprès de ces différents équipements, il va y avoir un gros souci. Donc, je pense que de toute manière, tous les opérateurs de formation auxquels nous appartenons, mais également tous les établissements supérieurs comme les IUT, forment et préparent au mieux, de toute façon, et sont obligés, parce que le terrain, c'est pas effectivement quelque chose qui est loin de leur écosystème. Hein. On le voit ici à Toulon avec l'IUT d'Éric. Il est complètement en interaction avec tous les industriels et forcément ces interactions-là, elles ont l'avantage d'être tout de suite sensibilisées à ces différentes évolutions et quand il y a effectivement des choses qui évoluent particulièrement vite, eh bien, comme nous aussi, de toute façon, dans nos enseignements, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On modifie certains contenus de nos parcours de formation pour qu'ils puissent coller au plus près des besoins des industriels. On est de toute façon dans une course où on est quelque part obligé de former finalement des gens qui vont être employables rapidement et qui correspondent surtout aux attentes du terrain, parce que même si les industriels ont besoin d'effectifs et qu'ils sont prêts finalement à élargir les critères de recrutement parce qu'ils ont des besoins forts, comme le disait Karim tout à l'heure, un bagage technique élémentaire, fondamental, est nécessaire, mais maintenant ce bagage élémentaire et fondamental, il s'enrichit de compétences digitales beaucoup plus larges qui n'existaient pas forcément par ailleurs, mais maintenant ça devient de toute façon incontournable et les jeunes recherchent aussi finalement ce type de compétences-là. Alors le numérique, jusqu'où? C'est un peu la question, on abordait ce sujet-là en préparant cette table ronde avec Thomas. Il y a aussi une appétence pour le numérique, certes des jeunes, mais aussi une conscience de ne pas dépendre que du numérique et donc il faut savoir où placer le curseur. Voilà, exactement, parce que bon, il y a toujours un revers à la médaille hein, dans toutes les technologies, et c'est vrai qu'on commence à entendre une petite musique où des voix s'élèvent contre trop d'assistance de la technologie, trop d'assistance cognitive, trop d'assistance du numérique, et c'est vrai que j'ai eu à un moment donné une classe
jeunes en formation maintenance qui avaient du mal à visualiser sa place demain dans la maintenance. Donc ça a déjà été dit dans la journée, il me semble, hein, que ces assistances-là, les GED, les GMAO, l'intelligence artificielle qui demain aidera à être un petit peu plus prédictif sur l'occurrence des pannes, etc. Tout ça est un outil pour dégager du temps aux gens de la maintenance pour qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à vraie valeur ajoutée. Mais voilà, on entend cette petite musique qui dit trop d'assistance cognitive et demain on sera bête, on sera idiot, on ne saura plus dire, parce qu'aujourd'hui on est dans une phase de transition qui est très intéressante. On voit le site Schneider Electric par exemple à Carros où les opérateurs de maintenance, les techniciens viennent dire « Ah ben, la maintenance prédictive, venez mettre des objets connectés à cet endroit-là parce que je sais qu'ici, s'il y a une variation de température, c'est annonciateur d'une panne. » Donc ils sont encore dans une phase où ils sont très volontaires pour transmettre leurs connaissances, leur savoir, vraiment leur connaissance fine des outils qu'ils maintiennent depuis des années pour établir des corrélations entre des variables et les surveiller et obtenir cette assistance cognitive, cette surveillance automatisée qui va dire, voilà, moi je sais que cette variable-là, il faut la surveiller. Demain, si on se projette dans 20 ans, 30 ans, avec des usines et des équipements où des ressources humaines auront eu cette assistance cognitive, est-ce qu'ils seront toujours en mesure de dire, ici, si la température, elle varie, on va au-devant de gros ennuis. Voilà. Est-ce que vous avez cet écho-là et comment on l'appréhende, quoi? Alors une petite parenthèse, Thomas, c'est la maintenance prévisionnelle. Je sais que c'est un terme, je me suis déjà fait reprendre. Il est normalisé, NFEN 13306. Voilà. Alors, le prédictif n'existe pas, c'est juste la maille. Voilà. On fait de la maintenance conditionnelle. C'est une traduction de l'anglais prédictif. C'est une mauvaise traduction. Voilà, c'est une mauvaise traduction. Je me suis déjà fait reprendre. Alors, il faut quand même avoir en tête que la maintenance est une brique essentielle de l'industrie du futur. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Ceci dit, il ne faut pas non plus trop tomber dans des fantasmes. Et quand je dis fantasme, il y en a qui disent oui, mais de toute façon, c'est les robots qui feront la maintenance. Peut-être, pour les tâches difficiles, mais à un moment, le robot, il a un coup d'un. Et là, il faudra intervenir physiquement. Donc, pour intervenir sur un robot, c'est quoi? C'est de la mécatronique. C'est de la mécanique, de l'électronique et de l'électrotechnique. Donc, si on ne sait plus faire ça, ça va être difficile. L'intelligence artificielle et surtout les réseaux de neurones, le problème, c'est qu'ils sont très efficaces, mais ils sont incapables d'expliquer comment ils sont arrivés à ça, à ce diagnostic. Et là, ça devient un problème. Parce que plus personne ne saura faire, et là, on va être embêté. Mais, je rappelle, la maintenance est une brique essentielle. Donc, les robots, il peut y en avoir, mais il faudra quand même s'assurer de faire la maintenance des robots pour garantir la disponibilité de ces équipements. Nicolas Fragier. Alors effectivement, on s'équipe de moyens modernes pour effectivement être en phase avec ce que les étudiants voient pendant leur formation. Mais je reviens sur l'art de faire durer les choses. J'interviens sur des aéronefs qui volent depuis 30 ans et qui vont voler pendant encore 20 ans et pour lesquels j'ai besoin de machines que personne ne voit en école. Et donc effectivement, il faut qu'on ait la capacité en interne, eh bien, à partir de la formation qu'ont reçue effectivement les jeunes en école avec des moyens modernes et ensuite in situ eh bien, leur apprendre finalement à rétrograder et à revenir sur les anciennes machines pour certaines opérations qui ne peuvent pas être faites sur les machines modernes. Rick, sur cette dimension, le numérique jusqu'où? Il ne faut pas perdre le savoir-faire, donc c'est déterminant, il faut qu'il y ait cette transmission. On parle de technologie numérique, on parle d'industrie du futur, de maintenance 4.0, d'IoT, mais il en reste qu'il faut quand même que ces jeunes, que ces salariés gardent des compétences essentielles, des compétences traditionnelles, des compétences de l'ordre de la mécanique, de l'hydraulique, de l'électricité. Hein, on parle de système pluritechnologique tout de même. Donc, il est vrai que le numérique apporte un plus, permet de mieux traiter l'action de maintenance, mais les savoirs essentiels restent importants. Juste une aparté, hein, on parlait de l'industrie, qui a des problèmes de recrutement. On parlait de la situation de la France, hein, qui s'est désindustrialisée. On a malheureusement aussi, en termes de formation, les
formations de lycée, hein, les bacs pro, les bacs technologiques, malheureusement, ont été dégradés dans le temps. Hein. Aujourd'hui, nous, on reçoit à l'IUT des jeunes qui n'ont plus de compétences technologiques comme ils pouvaient l'avoir il y a encore quelques années. Et ça veut dire qu'on récupère des jeunes qui n'ont pas vu une clé à molette ou un tournevis. Et on part donc de plus bas. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on part de plus bas pour atteindre un niveau d'excellence. Avec des exigences peut-être plus importantes. Est-ce que ça veut dire que les qualifications essentielles, demain, dans la maintenance, ça tournera davantage autour des soft skills, peut-être, ces fameuses compétences liées au savoir-être, à la capacité à apprendre, à la capacité à se former, à revenir un peu en arrière pour toucher des machines qui existent depuis 30 ans. Comment vous voyez les choses, vous? Alors, juste pour revenir sur ce qui a été dit par rapport à revenir en arrière, lorsque j'étais en responsabilité du département de génie industriel et maintenance, j'ai fortement insisté, même plus qu'insisté, pour qu'on garde un tour, un poste à souder, une perceuse à colonne, pour apprendre à faire des pièces. Et pourquoi? Parce que passer vers du moderne, ça ne pose pas de problème. Quand je dis moderne, je commence à avoir un peu d'âge. Et donc, si on n'a jamais usiné, on n'a jamais fait de copeaux, on n'a jamais percé, ça va être difficile de faire de la conception. Donc, c'est effectivement un problème. Le problème, c'est que quand on reçoit nos étudiants, il y a un problème qui va au-delà. Alors, ce n'est pas du tout pour les dénigrer, ce n'est pas de leur faute. Il y a un problème même de vocabulaire, mais vocabulaire de base. Hein. Et c'est ce que je leur dis souvent, les profs ont des travers, hein. Ils vont dire, là, vous avez une liste exhaustive. Qui sait ce que ça veut dire exhaustive? Mais personne n'ose lever la main en disant, monsieur, moi je ne sais pas. Et bien je leur dis, déprogrammez-vous. Quand vous ne savez pas, posez la question. Alors moi, c'est l'inverse, hein. Il faut me calmer un peu, mais quand, ben oui, moi j'ai une question. Et ben, je leur dis, les profs vont vous parler, dans le cas de la maintenance prévisionnelle, de l'interpolation. Quelqu'un peut me dire ce que c'est une interpolation? Eh bien, un jour, un étudiant m'a dit, c'est entre les pôles. Ah, j'ai dit, parfait. Donc, l'équateur est une interpolation. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une extrapolation? C'est l'espace. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire aussi de ce côté-là. La notion d'ordre de grandeur a disparu. Un étudiant me dira, ça fait 1200 kilos. J'ai dit, t'as vu comme je suis fort, hein? Ah oui, je me suis peut-être trompé d'un chiffre. Et je dis, oui, mais t'as vu comme je suis fort. Donc, oui, effectivement, c'est une série de choses qu'on a accumulées et donc on se retrouve à devoir reformer. Il faut être clair, de devoir reformer. Parce qu'il y a des compléments qui ont disparu. Mais le savoir-être, ça c'est ce que je leur dis, c'est la première des choses. Monsieur, j'ai une question. Bonjour. Monsieur, j'aurais une question. Bonjour. Monsieur, j'aurais une... Bonjour. Ah, pardon. Bonjour, monsieur. Voilà, maintenant tu peux poser ta question. Donc ça fait partie des choses que nous, on doit faire, c'est de leur apprendre le savoir-être. C'est comme ça. Nicolas. Alors, moi, j'ai deux caractéristiques. La première, je travaille dans l'aéronautique, donc la navigabilité impose des formations. Quand bien même, j'imaginerais des soft skills. Bon, la réglementation reste la réglementation. Et je suis aussi... je recrute également dans la fonction publique, avec les règles de la fonction publique et un certain nombre de contraintes sur effectivement les compétences et les formations initiales qui sont exigées pour tel ou tel statut. Mais moi, mon interrogation, c'est la place de l'individu dans l'entreprise. Il se trouve que j'ai récemment fait une mosaïque de photos des personnels de l'AIA. Et un peu au hasard, dans les différents ateliers, je n'ai vu que du bleu. En fait, on est une vraie entreprise, enfin, c'est vraiment des cols bleus, c'est vraiment des opérateurs, c'est vraiment la majorité des personnels de chez moi. Et le positionnement relatif d'un opérateur, d'un technicien, d'un ingénieur est très différent dans l'entreprise. Et je ne sais pas à quel point les étudiants et les jeunes aujourd'hui se projettent dans une position ou une autre, en fonction de leurs appétences, en fonction de leurs capacités naturelles. Celui qui est capitaine de son équipe de foot et qui arrange les foules, il n'aura pas forcément demain, il ne se projettera pas forcément demain de la même manière dans une entreprise. Et je ne sais pas à quel point, effectivement, ces qualités-là naturelles induisent ou orientent vers telle ou telle formation. Et pour autant, c'est fondamental pour que la personne, effectivement, se sente bien dans l'entreprise et donc s'oriente vers les bonnes compétences. Bien évidemment, il faut associer à ça la formation continue,
puisqu'on évolue tous, on peut devenir capitaine de son équipe de foot, et donc on peut effectivement, et donc il faut associer effectivement à mon sens, là par contre je ne sais pas effectivement à quel point on oriente et on explique effectivement ces différents rôles, ces différentes fonctions dans l'entreprise, et à quel point effectivement les gens ont charge à nous de donner la possibilité à chacun d'évoluer, et donc d'ouvrir effectivement les possibilités aux gens de se positionner différemment en fonction de leurs appétences, mais aussi en fonction des compétences qu'ils vont pouvoir acquérir tout au long de la vie par leur expérience personnelle ou professionnelle. Martine, sur ce sujet, sur les... Alors, les soft skills, Ouais. ce sont des compétences socio-comportementales qui deviennent de plus en plus sollicitées par les entreprises. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ère maintenant d'accélération des nouvelles technologies. On sait très bien que les compétences techniques, les savoir-faire sont voués à une obsolescence pratiquement factuelle. Hein. Quand on lit une étude de l'OCDE de 2019 qui faisait état qu'une compétence technique en 1970 avait une durée à peu près de 22 ans et demi, et qu'en 2019, cette même compétence technique n'avait plus qu'une durée de 2 ans et demi aussi, on se rend compte que finalement, même la valeur du diplôme lui-même, à l'instant T où on le reçoit, finalement, ne va finalement définir qu'à cet instant-là une durée de vie très courte des savoirs qui ont jalonné finalement notre parcours de formation, et que si on ne s'inscrit pas finalement dans un parcours de formation qui nous suit finalement tout au long de notre évolution professionnelle, eh bien, on décroche vite, et on peut très vite décrocher et être en inadéquation par rapport à son poste de travail. Donc les soft skills permettent effectivement de pouvoir développer quelque part des capacités, des compétences auprès des collaborateurs, qui vont faire en sorte simplement qu'ils vont avoir cette faculté de pouvoir s'adapter, de pouvoir être agile, flexible, de pouvoir tout de suite quelque part se remettre en question dès lors qu'ils constatent qu'ils n'ont plus le niveau ou pas suffisamment. Et ça demande effectivement de prendre déjà conscience, et ça, je pense que dès le stade de la formation initiale, il faut sensibiliser les étudiants au fait que ce qu'ils apprennent en ce moment, eh bien peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, il faudra le revoir. Hein, ça marche un peu comme les mises à jour sur nos téléphones ou avec nos applications. Ça a une certaine durée de vie, c'est de plus en plus court. Eh bien, il faut les renouveler. Eh bien, pour nous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut de manière vraiment obligatoire quelque part se maintenir à niveau, et c'est là quelque part qu'aussi que les soft skills sont des compétences différentielles. Et d'ailleurs sur tous les forums école-entreprise dans lesquels je vais pour notre groupe d'école, les entreprises me disent à la limite maintenant je recrute presque au feeling. Quand je vois un candidat ou une candidate qui est motivé, impliqué, engagé, et qui a un diplôme qui me garantit quelque part un certain nombre de prérequis en termes de qualification, eh bien, je prends cette personne et je m'engage, moi, en la recrutant, à venir compléter finalement son socle. dimension de formation technique. Mais absolument, voilà. Au niveau de l'UIMM, Thomas, je suppose que vous avez cette vision-là aussi, vous l'observez Alors, oui. en tout cas. Alors, moi, pour ma part, je ne suis pas dans les pôles formation de l'UIMM, mais je l'entends. Et surtout, je l'entends auprès de toutes les TPE, PME industrielles que je côtoie au quotidien. Les difficultés de recrutement et les exigences techniques un petit peu plus à la baisse, puisque aujourd'hui, pendant 4-5 ans, je n'ai parlé que d'industrie du futur. Là, cette année, on me dit mon principal frein de développement, c'est de trouver des gens. Donc, si je veux honorer mon carnet de commandes, j'en suis rendu à accepter l'inacceptable. J'ai déjà entendu ça. Voilà. Donc effectivement, le socle, les soft skills, idéalement une capacité particulière à apprendre et à apprendre vite, et ça suffit, et les industriels sont prêts à consentir un investissement lourd en formation, parce qu'ils savent très bien que la recrue, là, elle fera des bonnes pièces un peu plus tard, et que ça prend des fois 1 an, 2 ans avant de former quelqu'un, et puis après, il reste pas, ça ce sont les aléas. Donc effectivement, c'est très très important, et c'est d'autant plus important, je pense, d'être dans une posture très agile vis-à-vis des packages de connaissances,
que il y a des stats qui font un petit peu peur sur l'évolution des métiers. Hein. Moi, j'en ai une que j'avais entendue il y a quelques années. Je pense qu'elle c'était, je crois, 60% des élèves qui étaient scolarisés en maternelle, là, il y a 4-5 ans, dont le métier n'existe pas encore. Alors, je crois que, Madame Assar, vous avez fait une étude sur les métiers de la maintenance. Est-ce que les métiers de la maintenance, demain, il y en a de nouveaux pour lesquels Alors, on ne va pas parler de métiers émergents pour le secteur de la maintenance. Je pense que c'est plutôt une transformation de ces métiers, une évolution finalement par rapport à l'évolution des technologies et des équipements qui se trouveront dans les entreprises. Oui, c'est forcément qu'il y aura aussi, d'ailleurs, on l'a vu avec Karim lorsqu'on a travaillé ensemble sur le projet Osons l'industrie du futur, et particulièrement sur la famille métier maintenance, que de plus en plus d'opérateurs, de techniciens et de responsables de maintenance vont aussi devoir intégrer un bloc de soft skills de plus en plus important, parce que la particularité de ce type de métier, c'est qu'on est de toute manière dans le collaboratif. Donc, qui dit collaboratif doit aussi induire des compétences de communication, des compétences relationnelles, des compétences de partage d'informations, de curiosité, de transmission. Voilà, on ne peut pas être un bon maintenancier ou maintenancière que quand on est rivé sur des problèmes techniques d'une machine, d'un équipement. Il y a une dimension effectivement humaine beaucoup plus large. Et quelque part, pour répondre aussi à votre question, du fantasme d'usines ultra connectées où on bannirait toute présence humaine, bon, à mon avis, c'est pas demain la veille et je pense que c'est pas désirable et souhaitable. Et je pense que de toute manière, ce qu'il faut plutôt faire, c'est plutôt harmoniser on va dire, les relations homme-machine et faire en sorte qu'effectivement l'homme garde toujours la main, enfin l'homme, l'humain, hein, entendons-nous bien, voilà, garde toujours la main sur ces évolutions technologiques. Mais voilà, mais là encore, dans les interactions homme-machine, c'est clair que les compétences type soft skills deviennent incontournables. Alors, oui, bien sûr, Karim. Oui, alors juste pour rappeler la définition normalisée de la maintenance, parce que c'est vrai, la maintenance, c'est l'ensemble des actions techniques, on est tous d'accord, administratives et de management. Et il ne faut pas l'oublier. Donc destinées à maintenir ou à rétablir un bien afin qu'il puisse accomplir la fonction requise, mais il y a l'aspect management. Et ça, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, comme tu viens de le dire, hein, les mises à jour régulières, il faut faire de la veille. Et je racontais ce que j'avais vu en entreprise, un technicien qui disait « Oh, vous savez, votre 4.0, moi je voudrais déjà la 1.0, c'est-à-dire avoir la clé de 13 dans ma trousse quand j'en ai besoin. » Eh bien, figurez-vous qu'une start-up a créé des outils connectés qui permettent de les localiser. J'avais dit ça il y a 2-3 ans sur le ton de la plaisanterie, et effectivement, c'est des choses qui évoluent, en effet. Alors, question donc dans le droit fil de celle qui vient d'être posée, c'est la fiche de poste type d'un technicien de maintenance dans l'industrie du futur, ça ressemblera à quoi? Éric, Joffre. On a dit beaucoup de choses là sur les technologies numériques, donc effectivement des compétences, une appétence en tout cas pour les technologies numériques, mais avec des savoirs de base qui restent présents. Voilà. Martine le soulignait tout à l'heure. Il faut quand même conserver un socle de compétences de base et mettre dessus des compétences technologiques numériques. Les soft skills, on en parlait, la capacité à travailler en équipe, la capacité à... Karim parle de management, hein, c'est-à-dire la capacité d'accompagner, de surveiller, de collaborer, d'échanger, la capacité de communication, donc en quelque sorte. Donc c'est un panel de compétences, c'est riche, c'est une polyvalence technologique et numérique et de communication. Karim? Oui, juste en complément. Alors effectivement, le numérique apporte quand même une qualité de vie intéressante. Il y a encore 5 ans, je disais, je suis technicien, je suis d'astreinte aujourd'hui, on est vendredi, je reçois une alerte sur mon téléphone, comme quoi il y a un niveau vibratoire qui a dépassé un seuil, je me connecte, et comme je connais ma machine, je sais que ça peut attendre, donc ça me dit, avant de me coucher, je vais quand même aller vérifier pour être sûr que je ne dépasse pas. Ben ça, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est tout à fait faisable, c'est rentré dans les mœurs. Ça existe. On a la possibilité de
consulter à distance pour voir. Et donc, en termes de qualité de vie, moi qui étais d'astreinte, ben, je vais rester avec mes amis samedi soir et pour le dîner. Voilà. Je ne serais pas obligé d'aller à l'usine, alors qu'avant, il aurait une alerte, c'est une alerte. Il faut y aller. Fiche de poste du technicien de maintenance. C'est compliqué. Si je devais rajouter quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est la capacité à inventer. Effectivement, si 60% des fiches de poste des plus petits n'existent pas, c'est qu'il faut il faut du monde pour les inventer. Et effectivement, il faut se garder du temps. Il ne faut pas que ce soit par hasard, ou il ne faut pas que ce soit le fait du géotrouve-tout qui passerait par là. Mais il faut effectivement garder, préserver du temps à nos techniciens pour effectivement réfléchir, inventer et leur montrer et mettre l'environnement autour pour effectivement rendre l'évolution ou l'innovation, on l'appelle un peu comme on veut, possible et souhaitable, en regardant effectivement l'acceptation de l'échec, quand effectivement finalement on s'est un peu trompé d'orientation. Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je voudrais juste faire un appel à ce sujet. La question que je pose, peut-on innover sans technologie? Voilà. Pourquoi je dis ça? Donc je vous invite à aller sur le site de l'AFIM, afim.asso.fr. Il y a une pétition contre la suppression de l'enseignement technologique en 6e. Moi, si j'ai fait de la technique, c'est parce que j'ai appris comment fonctionnait un critérium, en démontant, en regardant le ressort. Ben, ça a éveillé quelque chose. Et ben, donc, je vous invite à signer ça, parce que sans technologie, on va être mal. Merci. Thomas. Alors, pour poursuivre sur le thème de la connaissance, on a pas mal abordé la connaissance des humains, des recrues, etc. Il y a quand même quelque chose qui vient bouleverser la chaîne de valeur de la maintenance, c'est l'émergence de nouveaux modèles économiques. On entend de plus en plus parler de l'économie de l'usage ou de l'économie de la fonctionnalité. Peut-être que les gens seront moins intéressés par la propriété des produits que leur usage demain. Ça peut chambouler un petit peu la chaîne de valeur, le partage des connaissances dans les chaînes de valeur. Alors je crois que autour de la table, on a des gens qui connaissent bien les contrats de MCO, de maintien en condition opérationnelle, qui est déjà un petit peu dans ce mode-là. Quels sont les risques? Quels sont les bouleversements dans la chaîne de valeur et notamment dans le partage des connaissances auxquels il faut s'attendre avec l'émergence de ces nouveaux modèles économiques? Alors, la question est pertinente mais pointue. Nicolas? Alors, je ne suis pas sûr d'être dans l'unité la plus agile sur ce domaine-là. Et peut-être la plus contrainte. Pour autant, effectivement, l'ensemble de nos partenaires, fournisseurs ou clients, sont effectivement... c'est une vraie question. Ça peut être un vrai bouleversement. Et on voit aujourd'hui la difficulté qu'on peut avoir. On est assez étonné quand on va voir un certain nombre de fournisseurs en leur disant, ben voilà, on vous offre 20 ans de plan de charge, ils sont catastrophés. En disant, mais le monde va se révolutionner tous les 2 ans, donc je ne me projette pas à 20 ans, donc je refuse de vous accompagner, parce qu'il y en a trop de visibilité. C'est une vraie transformation. Martine? Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'effectivement, on est rentré dans un temps d'incertitude, et c'est vrai que les nouveaux usages, finalement, arrivent vite. Et que derrière, c'est vrai qu'il faut une capacité finalement à se reconfigurer quand même assez vite. On l'a vu pendant la crise Covid, comment certaines de nos entreprises finalement qui par exemple fabriquaient du cognac ont reconfiguré leur ligne de production pour faire du gel hydroalcoolique en très peu de temps. Et pour la maintenance quelque part qui est toujours un peu en back-office des transformations des entreprises, les nouveaux usages forcément induisent aussi des nouveaux comportements, donc des nouvelles manières aussi peut-être de faire usage de certains équipements. Je pense que de toute manière, les maintenanciers qui sont rompus à intervenir auprès de ces différents équipements, qu'ils soient logiciels ou machines, sauront aussi quelque part se reconfigurer, parce que voilà, les choses doivent être maintenues et il faut que ça suive de toute façon leur cours d'usage et être opérationnel en continu. Donc il y aura une adaptation nécessaire.
Karim, Je voudrais juste rebondir sur la notion de partage et de données. Effectivement, aujourd'hui, hein, on a besoin de données pour faire des modèles. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à donner vos données, justement? Et il y a, on en parlait ce matin, un groupe européen qui travaille sur le cadrage pour que, justement, on puisse faciliter l'échange de données pour, justement, définir des modèles. Parce que la question se pose, hein, est-ce que vous serez prêt à donner à tout le monde les données concernant votre usine? Pas sûr, hein. Donc il y a la question des données est très importante, la circulation et le partage de l'information. Pour faire en faire un levier de performance opérationnelle, donc est-ce que vous avez quelques exemples? Qu'est-ce que la performance opérationnelle de la maintenance et quelles sont les données intéressantes à connaître, quelles sont les données intéressantes à partager si ce frein était levé pour faire de la maintenance performante? Alors, quand on regarde les équipements, quelle que soit l'usine, finalement, on se rend compte que c'est les mêmes équipements, hein, globalement. On retrouve des moteurs, on retrouve des robots, et chacun a son usage personnel. Ben, l'idée, ce serait, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une espèce de grande base de données où on pourrait partager chacun son expérience? Mais là aussi, culturellement, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que quand on discute avec des prestataires et le prestataire dit « mais est-ce que je peux accéder à vos données ?» Voilà. Alors qu'à un moment, si on veut avoir des modèles qui sont réellement efficaces, bah, il faudra beaucoup de données. Et donc des données, les mêmes équipements dans des situations de fonctionnement différentes. Donc il faudra y aller. Alors, Nicolas, non, si vous... Oui, c'est effectivement un sujet auquel on est confronté sur les programmes d'armement. C'est effectivement une donnée très importante et souvent les données, l'alias par exemple, font partie des éléments de fin de négo où au final l'État n'achète pas un certain nombre de données. Alors ça passe inaperçu sur 1 an, 2 ans et puis assez rapidement on s'aperçoit que pour nous, opérateurs de maintenance, l'accès à la donnée aurait été quelque chose d'important et aurait à la fois diminué les coûts et aussi améliorer à la fois la résilience et l'autonomie de l'État. Voilà, donc c'est une vraie donnée, enfin c'est vraiment stratégique et c'est malheureusement un petit peu abandonné à l'ultime négociation et donc c'est un tout petit peu aléatoire aujourd'hui, mais le retour d'expérience fera qu'on sera meilleur demain. Alors, au regard des différents défis qu'on évoque depuis tout à l'heure et ceux que Thomas vient de rajouter, qui nous projettent un petit peu dans le temps, parce que là, c'est un peu de la prospective, que faudrait-il faire évoluer en termes de formation initiale? Et là, ça se prévoit dans le temps, si on est dans le temps long. On ne change pas une maquette de formation du jour au lendemain, en tout cas à l'université. Quelle articulation avec la formation continue? Est-ce qu'on généralise tous en apprentissage? Enfin, voilà. C'est quoi votre modèle? C'est quoi votre vision? Éric Joffre. Donc, quand on parle de formation initiale, c'est la formation à temps plein, la formation par apprentissage. On l'a évoqué tout à l'heure, l'approche par compétences est un élément essentiel. Les formations sont en train d'y aller. En IUT, on a fait un pas. D'autres formations le font également. L'apprentissage est, à mon sens, une vraie solution. Tout à l'heure, on évoquait des compétences de base, des compétences acquises en entreprise. Donc, par ce modèle-là, on combine les deux, c'est-à-dire des compétences de base transmises en établissement de formation, des compétences propres à l'entreprise transmises pendant le temps de l'entreprise, des soft skills qui seront là aussi pour lier tout ça. Alors, l'apprentissage semble prendre un essor assez important. Martine a quelques chiffres. Je crois que nous en sommes aujourd'hui à 900 000 contrats d'apprentissage. Hein. On est dans ces eaux-là. Martine, tu confirmeras. Avec une volonté gouvernementale à 1 million de contrats en 2024 ou 2025. Donc on y est presque. Alors sans doute que le Covid a fait qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à ça. On parlait de réindustrialiser, ça doit jouer. Les entreprises ont perçu l'intérêt de l'apprentissage. Les jeunes aussi, on parlait de sens tout à l'heure. Les jeunes ont besoin de concret, ont besoin de se raccrocher à des choses. Et l'apprentissage le permet, parce qu'ils vont de suite s'immerger dans les situations professionnelles.
Donc je crois que l'apprentissage est une vraie solution qui prend aujourd'hui un essor assez important. Je pense qu'il faudra proposer les deux, la formation à temps plein, la formation par apprentissage. Naturellement, la formation continue doit exister, puisqu'on a vu que les évolutions technologiques vont vite. Donc il faudra que la formation continue accompagne ces évolutions technologiques. Et on se doit, nous, en tant qu'organisme de formation, d'être présents sur ce créneau-là également. Karim. Alors, j'enlève ma cascativité parce que je serai un peu plus raide. Moi, je dirais des formations en maintenance doivent être en apprentissage. Point. Que en apprentissage. Donc, c'est vrai, mais là aussi, c'est ce que je dis aux lycéens, vous allez faire les mêmes formations, vous allez être payé et ça va compter pour la retraite. Ah, c'est d'actualité, hein. Donc, faites votre choix. Mais tout à l'heure, on parlait des si t'es pas bon, t'iras en technique, si t'es pas bon, eh ben si t'es vraiment nul, t'iras en apprentissage. Et je suis désolé de le dire, mais nous avons des collègues qui ne comprennent pas, qui sont étonnés quand on leur dit qu'on propose des licences professionnelles par apprentissage. Des licences professionnelles, mais c'est du bac+3. Quel rapport avec l'apprentissage? Vous êtes sûr que vous savez ce que c'est l'apprentissage? Et alors, pour couronner le tour, on lui dit, mais il y a des écoles d'ingénieurs par apprentissage, hein. Donc oui, il faut le faire. Martine. Oui, alors moi je pense qu'effectivement on est rentré là aussi finalement dans un continuum entre la formation initiale et la formation continue, d'autant qu'il y a un vrai tournant quand même dans la formation avec la loi du 5 septembre 2018 sur le choix de son avenir professionnel et qui est simplement la formation tout au long de la vie. Je disais tout à l'heure qu'effectivement un diplôme ne marque plus finalement une sécurité pour l'avenir, hein, puisqu'elle ne définit pas finalement un bloc de compétences dont l'acquisition se ferait sur un nombre d'années assez long. Donc quelque part, le fait de se former en continu fait que la démarcation entre la formation initiale et la formation continue n'est plus aussi, on va dire, nette qu'avant. Et dès lors que vous avez un diplôme et dès lors que vous avez un parcours professionnel, eh bien, vous vous formez. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Eric, c'est vrai que l'apprentissage connaît actuellement effectivement une croissance incroyable. On est à plus de 14% par an là actuellement depuis 2 ans. Et paradoxalement d'ailleurs, on va dire le regard qui est porté sur l'apprentissage est positif, parce qu'il est tiré par le haut, justement par les formations par apprentissage dans le supérieur, et notamment le nombre de plus en plus élevé d'élèves ingénieurs par apprentissage, ce qui fait que finalement les parents, quand on parle d'apprentissage, ils ne voient pas le gamin en échec scolaire qui est forcément en CAP et qui fait son apprentissage. Par contre, là, il se dit « Ah, il y a des élèves ingénieurs par apprentissage », et du coup, ça redore un petit peu le blason de ce type de formation. Et en même temps, comme le disaient là aussi Eric et Karim, c'est gagnant-gagnant hein, quand même cette formule, parce que ça permet à un jeune qui finalement, et on le voit de plus en plus, n'ont plus forcément trop envie de s'embarquer dans de longues études théoriques. Ils ont envie, je pense, de plus en plus d'être confrontés un peu au réel, à manipuler, à tester, à pratiquer, à être confrontés finalement à des situations de travail en vrai, d'apprendre tout simplement. Et donc là aussi, quand on apprend, on a des échecs, mais on remet l'ouvrage sur le métier et on repart. Et c'est comme ça que finalement se consolident et se construisent tous les blocs de compétences nécessaires. Donc voilà, l'apprentissage, c'est vraiment, on va dire, quelque chose qui, en tout cas, nous, groupe d'écoles d'ingénieurs, nous est de plus en plus demandé. Là aussi, hein, quand je vais dans les forums écoles, entreprises, les entreprises me disent toutes, il faut que vous formiez plus d'ingénieurs par apprentissage. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, le taux d'insertion est quand même de plus de 91%. C'est un pourcentage qui est donné par la conférence des grandes écoles, donc qui recense un petit peu ce délai d'insertion à 6 mois de tous les élèves qui sont passés par l'apprentissage. Donc 91%, c'est énorme. Et quand on sait que le taux d'embauche en CDI est de 90% aussi, voilà, comme disait, je crois, Karim, je crois qu'il n'y a pas meilleure formule pour responsabiliser, pour autonomiser aussi les jeunes. Nicolas. Oui, alors j'ai déjà chanté les louanges de l'apprentissage, donc je ne vais pas recommencer, juste revenir sur la génération Z où ils feront vraiment, enfin,
les sociologues nous disent qu'ils feront 10 métiers, hein, boulanger, maintenancier, agriculteur, enseignant, que sais-je. Et donc cette capacité, il faut apprendre à se former, apprendre la curiosité pour effectivement pour pouvoir s'épanouir. La deuxième chose, c'est puisque l'industrie, aller dans l'industrie n'est plus une punition, il faut y aller tôt. Il faut effectivement rapprocher l'enseignement et l'industrie pour qu'effectivement ces jeunes puissent se projeter, encore une fois, du CAP jusqu'au bac +5, voilà, qu'ils se rendent compte que qu'ils pourront tous trouver leur place en fonction de leur capacité d'apprentissage à ce moment-là, mais aussi en fonction de leur appétence personnelle et de leur capacité propre. Et pourquoi pas accueillir des stagiaires de 3e aussi dans les industries. Alors, on va vous passer la parole, ou passer un micro, si vous avez des questions à poser à notre panel sur la thématique de notre table ronde. Est-ce qu'il y a des questions? Une question. Oui, bonjour. C'est un peu une critique aussi, éventuellement. Je partage le souhait que la maintenance, ce métier-là, passionné, est plus valorisé. Mais quelle est la raison que personne de vous a parlé du résultat? Que le roue tourne, que les voitures sortent d'usine, que les marins reviennent à bord sans délai, que l'argent peut être gagné par l'État, par les entreprises pour investir davantage en plus, que la vie s'arrêtera si les tracteurs ne tournent plus. Pourquoi personne ne parle du résultat? Si je veux faire la vente pour valoriser un métier, on ne peut pas vendre ce qu'un client a besoin, il faut vendre ce qu'un client veut. Donc de voir les résultats de l'action, de la maintenance, et ou de l'autre côté, si on ne ferait pas la maintenance, où ça va finir, pourquoi on n'en parle pas de cette façon-là pour donner une carotte et pas seulement les exigences pour décrire le métier, mais donner la carotte. Bonne remarque. Alors Nicolas va répondre, mais c'est finalement l'humain ne s'intéresse qu'au train qui n'arrive pas à l'heure. Karim et Nicolas. Oui, alors la maintenance, elle permet de gagner de l'argent parce qu'elle évite d'en perdre. Tout à l'heure, vous aviez un micro en main. Est-ce que vous avez dit merci aux gens là? Parce que le micro, il fonctionnait. Eh ben voilà. Ben c'est ça. C'est le côté ingrat de la maintenance, c'est-à-dire que quand ça tourne, c'est normal. C'est normal que ça tourne. Mais comme le dit Jérôme, Denis, ce sont des gens de l'ombre. On ne se rend pas compte. Et dans le livre, donc la leçon des choses, merci. L'exemple dans le musée, j'ai trouvé ça très bien. Donc dans un musée, il y a une belle pièce et il y a une vitrine autour. Mais pour que le public puisse voir, il faut que la vitrine soit nickel. Mais personne ne vient dire « Vous avez vu comme la vitrine est propre ?» Non. C'est le côté ingrat de la maintenance. Et effectivement, il faut absolument une campagne de communication nationale. Et là, nous, on ne peut pas, on n'en a pas les moyens. Par contre, vous pouvez, pour redorer. Est-ce que vous avez déjà vu une série? Aujourd'hui, on parle des séries. Est-ce que vous avez vu une série où le héros est un technicien de maintenance? Non. Généralement, c'est un tueur en série dans un coin au fin fond à la cave. Mais voilà. Donc, il y a un gros travail à faire pour revaloriser l'image, mais intrinsèquement, c'est difficile d'expliquer parce que c'est quand il n'y a plus de bateaux. Regardez les bateaux qui avaient coulé au large d'Ouessant. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, il n'y avait pas d'argent pour l'entretien. Pardon? Ben oui, il n'y avait pas d'argent pour l'entretien. Résultat, le bateau a coulé. Mais quand on dit qu'il faut investir et mettre de l'argent et expliquer que la maintenance est un centre de profit, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire « Ah non, pour moi, c'est la colonne des coûts. » Et un jour, un grand industriel m'avait dit ça, « Pour moi, c'est la colonne des coûts. » Je lui ai dit « Je te propose de mettre le budget maintenance à 0. » Comment tu racontes? 0. Je lui ai dit « Mais par contre, sois vigilant à la colonne des coûts et on en reparle dans un an. » Oui, et j'ai commencé mon intervention par parler du nombre de vies sauvées grâce effectivement à l'opération de maintenance. D'où
On a abordé aussi un petit peu ce thème, mais on aurait pu le creuser davantage en disant si on veut attirer dans la maintenance, la carotte, ça peut être justement la vertu de ce métier-là, aligné avec les enjeux du moment, qui sont de faire durer les objets, de faire durer les équipements, l'art de faire durer les choses, c'est lutter contre l'obsolescence programmée, et effectivement, une maintenance qui fait bien son boulot, ben on ne le voit pas, on le voit pas, si bien que c'est pas bien valorisé, et je dirais même en interne dans l'entreprise, parce que des fois, ça fait émerger des syndromes de pompier pyromane, celui qui va mettre l'incendie pour être en position de sauveur. Or, une maintenance qui est performante, c'est une maintenance où on évite la panne autant que possible, on évite le correctif, même si c'est la résolution en mode correctif qui donne le statut de héros à la maintenance, malheureusement, mais ça n'est pas souhaitable pour autant. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour Thierry Soriano, je suis responsable d'une formation en mécatronique robotique à l'école d'ingénieur Citec. Donc j'ai entendu beaucoup de choses depuis ce matin, alors c'est un peu difficile, c'est pas un point précis, mais bon, d'abord sur la sécurité, je pense qu'on ne peut pas faire de beaucoup de choses. En termes de TP, c'est très difficile en école d'ingénieur, ou je sais pas, mais on a déjà le problème des TP, de la sécurité, donc faire de l'usinage, etc., des copeaux. C'est juste impossible. Dès qu'on a une machine, il faut un capot, il faut une sécurité des étudiants. Donc ce genre de choses, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de numérique dans l'enseignement. C'est parce que c'était d'abord la sécurité des étudiants qui était mise en valeur en premier. Donc il y a eu ça déjà. Après, au niveau ingénierie, il y a le lien entre la CAO et la réparabilité, c'est-à-dire qu'il faut concevoir réparable. Et ça, c'est pas au niveau des techniciens, c'est plutôt au niveau de l'ingénierie, de la CAO, au niveau ingénieur et conception. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut des formations d'apprentissage, mais bon, les formations initiales avec le niveau d'abstraction des étudiants, ça permet de faire de la rétro-ingénierie plus facilement, de l'analyse, etc. Et donc les fortes connaissances en maths et en physique sont très importantes aussi pour faire de la bonne maintenance, à côté des connaissances de terrain, il faut surtout pas les négliger. Autre chose, les modèles de données, il y a des choses, depuis des années, moi j'entends parler de programme, il y a une trentaine d'années, j'ai participé à un programme de modèles de données pour la maintenance et on cherchait un standard de modèles de données pour échanger, de faire de l'interopérabilité entre les outils. Ça continue, mais bon, il y a des standards, l'OMG, etc. Il y a des standards pour faire de la modélisation de données. Il faudrait effectivement qu'on ait les données pour avoir des systèmes, mais c'est faisable, mais il faut des programmes de recherche un peu importants, peut-être au niveau recherche, ça se pourrait appliquer. Voilà. En termes de formation, la robotique, on n'a pas trop parlé depuis ce matin, mais nous on forme des gens en robotique. Il y a beaucoup de choses sur la robotique, la téléopération. On parlait ce matin des systèmes avec des maintenances complexes, en milieu complexe ou dangereux. Il y a beaucoup de choses maintenant aussi sur l'aspect téléopération ou robot autonome pour ne pas justement faire intervenir des humains. Donc là, il y a aussi beaucoup de choses en école d'ingénieur qui se fait sur ces sujets-là. Voilà, et voilà, c'est vous n'aviez pas de questions, c'était juste... Non, c'est juste un nombre de petites remarques que j'ai pu entendre sur matin. Je me dis, j'ai raté la question, mais il n'y en avait pas. Il n'y a pas vraiment de questions, c'est simplement des petites remarques sur ce que j'ai pu entendre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, une dernière question? Il n'y en a pas. Merci beaucoup, madame, merci, messieurs, de vos éclairages.